Pendant 34 ans, j'ai cru être adoptée. Mes parents m'appelaient la bonne, pendant que leurs fils vivaient comme des princes. J'ai passé ma vie à nettoyer leurs dégâts, à servir leurs caprices, à vivre dans l'ombre de leur famille parfaite. Puis, à l'enterrement de mon grand-père, le seul homme qui m'ait jamais montré un peu de tendresse, une inconnue m'a murmuré à l'oreille, « Tu n'as pas été adoptée, ma petite. Tu as été enlevée. Tes vrais parents n'ont jamais cessé de te chercher. » Elle m'a tendu de vieilles coupures de presse et a ajouté, « La récompense pour te retrouver dépasse aujourd'hui 85 millions d'euros. » D'où me regardez-vous aujourd'hui? De quelle ville, de quel pays? Dites-le-moi dans les commentaires, et précisez-moi l'heure qu'il est chez vous en ce moment. Mon histoire commence dans un cimetière près de Lyon, un jour gris de novembre, mais elle pourrait résonner n'importe où, à n'importe quelle heure. Je m'appelle Élise, j'ai 34 ans, et ce jour-là, je me tenais à l'écart, près d'un cyprès dont les branches pleuraient avec le ciel. Devant la tombe fraîchement creusée de Papy Gérard, la famille Blanchard se donnait en spectacle. Monique, ma mère, tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir brodé. Bertrand, mon père, serrait des mains, le visage empreint d'une gravité étudiée. Et mes frères, Cyril et Damien, les princes de la maison, recevaient les condoléances comme s'ils étaient les vedettes d'un drame dont j'étais exclue. Personne ne me regardait. Personne ne m'adressait la parole. Pour eux, j'étais un meuble, une présence silencieuse et embarrassante. J'étais la bonne, même au cimetière. Cette invisibilité, c'était toute ma vie. Je me souviens encore du 10e anniversaire de Cyril. J'avais passé 2 jours entiers à aider Monique en cuisine, à gonfler des ballons, à préparer des guirlandes. Le jour J, j'ai dû porter mon tablier pour servir le gâteau et les boissons à ses amis. L'un d'eux, un garçon curieux, m'avait demandé, « Et toi, tu lui as offert quoi comme cadeau ?» Avant que je puisse répondre, Monique avait éclaté d'un rire cristallin et faux. « Oh, Élise a déjà le plus beau des cadeaux, n'est-ce pas? Elle a un toit sur la tête. » Leur rire avait résonné dans le salon, tandis que je sentais mes joues brûler de honte. Cette nuit-là, j'avais pleuré en silence dans le débarras qui me servait de chambre, en me demandant ce que j'avais fait de si mal pour ne pas mériter d'être aimée. C'est dans la pâtisserie que j'ai trouvé mon refuge. La précision de la farine pesée au gramme près, la rigueur de la température du four, la transformation magique de quelques ingrédients simples en quelque chose de beau et de bon. C'était mon sanctuaire. Dans ma cuisine, c'est moi qui contrôlais le chaos. Je pouvais créer de l'ordre, de la douceur, de la beauté, tout ce qui manquait cruellement dans ma vie. C'est comme ça que j'ai survécu. J'ai quitté la maison des Blanchard le lendemain de mes 21 ans, avec un seul sac et quelques économies. J'ai travaillé, j'ai étudié, et j'ai ouvert ma propre petite pâtisserie dans le quartier de la Croix-Rousse. Un petit coin de paradis qui m'appartenait, où personne ne pouvait me dire que je ne valais rien. Papy Gérard était le seul qui voyait la lumière en moi. Il me glissait des livres en cachette, m'apprenait à jouer aux échecs, et me faisait des clins d'œil complices à table quand Monique se plaignait de mes cheveux, indomptables. « Tu as du feu en toi, gamine », m'avait-il murmuré un jour. Ne les laisse jamais l'éteindre. Maintenant, il était parti. Et avec lui, le dernier fil de tendresse qui me reliait à cette famille. J'étais sur le point de tourner les talons, de laisser cette mascarade derrière moi pour de bon, quand une petite dame âgée s'est approchée de moi. Ses yeux, vifs et intelligents, semblaient me chercher. Elle s'est penchée vers moi, et son murmure a été comme un coup de tonnerre dans le silence de mon existence. Un murmure qui allait tout faire basculer. Comment une simple phrase pouvait-elle détruire 34 ans de mensonges? La vieille dame, qui se présenta plus tard comme étant Sylvie, s'est approchée avec une détermination qui contrastait avec sa frêle silhouette. Elle a posé une main tremblante sur mon bras. « Élise? C'est bien toi, Élise Blanchard ?» Sa voix était à peine audible, chargée d'une émotion que je ne comprenais pas. J'ai hoché la tête, méfiante. Personne ne m'abordait jamais lors des rares événements familiaux. « Je suis une vieille amie de Gérard », a-t-elle commencé, ses yeux scrutant mon visage comme si elle y cherchait quelque chose de perdu depuis longtemps. Il a porté un lourd secret toute sa vie. Une culpabilité qui le rongeait. Avant de mourir, il m'a fait promettre que si jamais j'en avais l'occasion, je devais réparer l'irréparable. Mon cœur a commencé à battre plus fort.
De quoi parlait-elle? Je pensais à un secret de famille, peut-être une dette cachée, une histoire obscure. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer la vérité. Elle s'est rapprochée, son souffle chaud contre mon oreille. Ils ne t'ont pas adopté, Élise. Ce sont des menteurs. Ils ont payé pour obtenir de faux papiers, pour étouffer une affaire. Je l'ai regardé, incrédule. Mon premier réflexe a été de rire. Un rire nerveux, absurde. C'était sûrement une vieille dame un peu confuse, égarée par le chagrin. Mais son regard était si intense, si désespéré, que le rire est mort dans ma gorge. Et puis, elle a prononcé les mots qui ont fait voler en éclats le monde que je connaissais. Tu n'as pas été adopté. Tu as été enlevé. Le temps s'est arrêté. Les bruits du cimetière, les sanglots fins de Monique, les conversations étouffées, tout a disparu. Il ne restait que ces mots, suspendus dans l'air froid de novembre. Enlevé. Le mot était si violent, si étranger, qu'il ne semblait pas avoir de sens. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une chape de glace s'est abattue sur moi. C'était une sensation étrange, une clarté terrifiante. Soudain, toutes les pièces du puzzle de mon enfance, toutes ces anomalies que j'avais tenté de rationaliser, s'emboîtaient avec une logique effroyable. Pourquoi n'y avait-il aucune photo de moi bébé? Pourquoi mes papiers d'adoption étaient-ils si vagues? Pourquoi cette distance, ce mépris constant, comme si j'étais d'une autre espèce? Ce n'était pas parce que j'étais une enfant adoptée non désirée. C'était parce que j'étais la preuve vivante de leur crime. Je ne vous crois pas, ai-je balbutié, mais ma propre voix me trahissait. Sylvie a fouillé dans son grand sac à main et en a sorti une enveloppe jaunie par le temps. Gérard a gardé ça pendant 30 ans. Il n'a jamais osé te le dire, il avait trop peur de Bertrand. Mais il voulait que tu saches. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à prendre l'enveloppe. À l'intérieur, des coupures de journaux. Des titres en gras qui me sautaient aux yeux, disparition inquiétante à Marseille, la petite Élise Martel, 4 ans, introuvable, les parents supplient les ravisseurs. Il y avait une photo. Une petite fille aux boucles blondes, avec un sourire lumineux, assise sur les genoux d'un homme qui la regardait avec une adoration infinie. À côté d'eux, une femme, belle et souriante, posait une main protectrice sur l'épaule de l'enfant. « C'est toi », a murmuré Sylvie. « Avec tes vrais parents, Antoine et Isabelle Martel. » J'ai fixé la photo. Ce n'était pas seulement une ressemblance. C'était moi. Je me souvenais vaguement de la robe rouge que je portais. Et ce sourire insouciant et heureux, je ne l'avais jamais vu sur mon propre visage dans le miroir. C'était le visage d'une enfant aimée, choyée, en sécurité. Pourquoi? Le mot est sorti de ma gorge, étranglé. L'argent, a répondu Sylvie, simplement. Bertrand était criblé de dettes. Le plan initial était une rançon. Mais l'affaire a fait la une des journaux nationaux, la police était partout. Ils ont paniqué. Te rendre était devenu trop risqué. Alors, ils t'ont gardé. Elle a sorti une dernière coupure, plus récente. Tes parents n'ont jamais abandonné. Jamais. La récompense, elle atteint aujourd'hui 85 millions d'euros. Je regardais la photo de la petite fille souriante. C'était moi. Et j'ai compris à cet instant précis, avec une certitude qui me glaçait le sang, qu'ils ne m'avaient pas seulement volé ma famille, mon nom, mon héritage. Ils avaient tué cette petite fille. Ils avaient éteint son sourire pour le remplacer par une vie de servitude et de silence. Le savaient-ils seulement, en me regardant chaque jour? Je suis rentrée chez moi comme une automate. Mon petit appartement au-dessus de la pâtisserie, mon havre de paix, me semblait soudain étranger, fragile. J'ai fermé la porte à double tour, le bruit du verrou résonnant comme un couperet. Puis, j'ai étalé les coupures de presse sur la table de la cuisine, ce même bois où je pétrissais ma pâte chaque matin. Les titres formaient la chronologie d'une tragédie que j'avais vécue sans le savoir. 12 avril 1994, Élise Martel, 4 ans, disparaît de son jardin à Marseille. 20 avril 1994, les parents anéantis offrent une récompense. Mais 1994, l'enquête piétine. Chaque article était un coup de poignard. Chaque photo de mes parents,
Antoine et Isabelle, jeunes et le visage ravagé par l'angoisse, me déchiraient le cœur. C'était leur douleur que je regardais, une douleur que j'avais causée involontairement, une douleur que les Blanchards m'avaient forcé à ignorer pendant 3 décennies. Sur l'un des articles les plus récents, il y avait une adresse de site internet, retrouver-elisemartel.fr. Mon cœur battait à tout rompre. C'était donc vrai. Il me cherchait encore. Avec des mains qui tremblaient si fort que je pouvais à peine taper, j'ai entré l'adresse dans mon ordinateur portable. La page s'est affichée. Il y avait une photo d'eux, plus âgés maintenant, les cheveux grisonnants, mais leurs yeux avaient la même lueur de détermination obstinée. Et à côté, un portrait robot vieilli par ordinateur. Le visage d'une femme de 34 ans. Mon visage. La ressemblance était si frappante que j'ai eu le souffle coupé. Il y avait un formulaire de contact. Toute information, même la plus infime, est la bienvenue. Que pouvais-je écrire ? Bonjour, je crois que c'est moi que vous cherchez depuis 30 ans ? Cela semblait tellement irréel, tellement fou. J'ai fixé le curseur clignotant pendant une éternité, paralysé par l'énormité de la situation. Finalement, j'ai tapé une simple phrase, « Je pense être la fille que vous recherchez. Je m'appelle Élise. » J'ai cliqué sur « Envoyer » avant d'avoir le temps de changer d'avis. Et puis, l'attente a commencé. Une attente qui était une pure torture. Chaque heure semblait durer un jour. Le premier jour, rien. Pas un seul email, pas un appel. Le silence était assourdissant. Le doute a commencé à s'insinuer en moi, perfide et glacial. Et si Sylvie s'était trompée ? Une vieille dame, peut-être un peu sénile, qui aurait confondu des visages ? Et si j'étais juste une femme en deuil, désespérée de trouver un sens à une enfance malheureuse, qui s'accrochait à une histoire folle ? La honte a commencé à me ronger. J'imaginais déjà mes parents recevant un appel de la police, leur disant que leur fille adoptive était devenue folle. Le deuxième jour, toujours rien. La pâtisserie en bas tournait sans moi. Léa, ma formidable employée, gérait tout, m'envoyant des messages inquiets auxquels je répondais vaguement. Je ne pouvais parler de ça à personne. J'étais seule avec ce secret monstrueux, coincé entre un passé de mensonges et un futur terrifiant d'incertitude. J'ai relu les articles de journaux des dizaines de fois, cherchant une faille, une erreur, quelque chose qui prouverait que tout cela n'était qu'un malentendu tragique. Mais à chaque lecture, la vérité me semblait plus solide, plus inéluctable. Le matin du 3e jour, j'étais épuisée. Je n'avais presque pas dormi. J'avais décidé de tout oublier, de supprimer ce message insensé de ma mémoire et de retourner à ma vie. C'était plus simple. Moins douloureux. C'est à ce moment-là que j'ai vu la notification. Un nouvel email. L'expéditeur était inconnu. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cliqué, la respiration coupée. Chère madame, je me nomme Renaud, détective privé. Je représente la famille Martel. Nous avons bien reçu votre message. Votre histoire a retenu toute notre attention. Je serai à Lyon demain. Seriez-vous disponible pour un entretien confidentiel ? Cordialement. Cet email était à la fois la réponse à toutes mes prières et le début de mon pire cauchemar. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Que allait-il se passer maintenant ? La rencontre avec Monsieur Renaud a eu lieu dans ma pâtisserie, avant l'ouverture. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard pénétrant mais bienveillant. Il n'avait rien du détective de cinéma. Il était calme, posé, et chaque mot qu'il prononçait était pesé. Il a écouté mon récit sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une lueur de compassion. Quand j'ai eu fini, il a sorti un petit kit de sa mallette. La famille Martel a reçu des centaines de fausses pistes au fil des ans, Élise. Vous comprenez, nous devons être absolument certains. Il m'a expliqué la procédure pour le prélèvement ADN. Un simple frottis à l'intérieur de la joue. Les résultats prendront du temps, a-t-il prévenu. Préparez-vous à la semaine la plus longue de votre vie. Il n'avait pas tort. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les Blanchards n'allaient pas me laisser attendre en paix. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était Bertrand. Sa voix était mielleuse, faussement inquiète. Élise,
ma chérie. Ta mère m'a dit que tu n'étais pas venue aux condoléances après l'enterrement. Tout va bien? On s'inquiète pour toi. Ce ton paternaliste, que je n'avais jamais entendu de sa part, m'a glacé le sang. Je vais très bien, Bertrand, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il y a eu un silence. Puis, le vernis s'est craquelé. Sa voix est devenue plus dure, plus froide. Écoute-moi bien. J'ai entendu dire que tu racontais des histoires étranges. Des histoires de vieilles folles. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais je te conseille d'arrêter ça tout de suite. Ce ne sont pas des histoires, ai-je rétorqué, mon cœur battant la chamade. C'est la vérité. Et vous le savez. Son rire a été bref et sec. La vérité? Tu ne sais rien de la vérité. Fais attention à ta petite boutique, Élise. C'est fragile, une pâtisserie. Un petit contrôle sanitaire inattendu, une plainte anonyme pour un cheveu dans un croissant. Un accident est si vite arrivé. Et il a raccroché. La menace était claire, brutale. Il ne bluffait pas. Le lendemain, alors que je préparais ma première fournée de croissants, un homme en uniforme a poussé la porte. Inspection sanitaire, a-t-il annoncé d'un ton martial. Il a passé 2 heures dans ma cuisine, cherchant la moindre petite faille. Il a noté qu'une plainte était légèrement décollée derrière le four, qu'une boîte de farine n'était pas étiquetée selon la nouvelle norme européenne. Des détails insignifiants. Il a dressé un procès-verbal, menaçant d'une amende et d'une possible fermeture administrative si tout n'était pas parfait lors de sa prochaine visite, très prochainement. Je savais que c'était l'œuvre de Bertrand. C'était sa façon de me montrer qu'il pouvait détruire tout ce que j'avais construit, brique par brique, avec la même facilité qu'il avait détruit ma vie 30 ans plus tôt. La peur s'est mêlée à la colère. Une peur viscérale, celle de tout perdre. Cette pâtisserie, c'était mon identité, ma fierté, la preuve que j'avais réussi à exister malgré eux. Et ils menaçaient de me l'arracher. À votre place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné, terrifié par les menaces et le pouvoir de nuisance de cet homme? Ou auriez-vous continué à vous battre, même si cela signifiait risquer de tout perdre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que je peux vous assurer que ce n'était que le début de leur campagne d'intimidation, et que le pire était encore à venir. Bertrand avait attaqué mon gagne-pain. Monique, elle, a choisi une arme bien plus insidieuse, elle a attaqué ma réputation et ma seule amitié. Léa, mon assistante, était plus qu'une simple employée. Arrivée 2 ans plus tôt, cette jeune femme pétillante et travailleuse était devenue ma confidente, la sœur que je n'avais jamais eue. Elle était la seule personne au monde à qui je pouvais parler de mes angoisses sans me sentir jugée. Et Monique le savait. Le lendemain de l'inspection sanitaire, Léa est arrivée au travail le visage fermé. D'habitude si joyeuse, elle évitait mon regard. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a hésité, puis a sorti son téléphone. Ta mère m'a appelé hier soir, Élise. Mon sang s'est glacé. Enfin. Madame Blanchard. Elle m'a raconté la conversation. Monique avait pleuré au téléphone. Elle avait parlé d'une voix brisée par le chagrin, expliquant que j'étais en pleine dépression nerveuse depuis la mort de Papy Gérard. Que je souffrais de délire paranoïaque. Elle a inventé une histoire abracadabrante selon laquelle j'étais tombée sous l'influence d'escrocs qui voulaient soutirer de l'argent à la famille en utilisant une vieille histoire d'adoption. Elle m'a dit que tu étais devenue obsédée par l'argent, a continué Léa, visiblement mal à l'aise. Elle a dit que tu étais fragile, instable, et elle m'a demandé de te surveiller. De lui rapporter tout ce que tu disais ou faisais d'étrange, pour ton propre bien. J'ai senti la nausée monter. C'était diabolique. Monique ne cherchait pas seulement à m'isoler, elle essayait de retourner ma seule alliée contre moi, de me faire passer pour folle aux yeux de la seule personne dont l'opinion comptait. Elle voulait me briser de l'intérieur. J'ai regardé Léa. Je voyais le doute dans ses yeux. Comment pouvait-elle comprendre une histoire aussi monstrueuse? C'était la parole d'une mère inquiète contre celle de son amie qui, il fallait bien l'admettre, agissait étrangement depuis quelques jours. J'ai pris une grande inspiration. C'était un pari risqué, mais je n'avais pas le choix. Je devais lui faire confiance. Léa, assieds-toi.
Il faut que je te raconte quelque chose. Une histoire que je n'ai encore racontée à personne. Pendant 1 heure, dans l'arrière-boutique qui sentait bon la vanille et le beurre chaud, j'ai tout déballé. L'enfance de servitude, la révélation au cimetière, les coupures de presse, le détective privé, le test ADN, les menaces de Bertrand. J'ai sorti l'enveloppe de Sylvie de mon sac et j'ai étalé les articles de journaux sur la table entre nous. Je lui ai tout montré, sans rien omettre, ma voix tremblant parfois sous le poids des émotions. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé. Léa fixait la photo de la petite Élise Martel, puis mon visage, puis de nouveau la photo. Je retenais mon souffle. Son jugement allait soit me sauver, soit m'achever. Finalement, elle a relevé la tête. Ses yeux étaient emplis de larmes, mais aussi d'une colère froide. Elle a posé sa main sur la mienne. C'est une salope, a-t-elle dit, sa voix dure. Pardon pour le mot, mais c'est une véritable ordure. Comment peut-on faire ça à un enfant? Un immense soulagement m'a submergé, si puissant que j'ai failli m'effondrer. Elle me croyait. Je n'étais pas seule. Je te crois, Élise, a-t-elle affirmé. À 100%. Et cette femme ne t'approchera plus. Ni toi, ni cette boutique. Je monterai la garde s'il le faut. Ce jour-là, j'ai compris que la famille, la vraie, n'est pas toujours celle du sang. C'est celle que l'on choisit, celle qui se bat à vos côtés quand le monde s'écroule. Léa était ma famille. Et ensemble, nous étions prêtes à affronter la guerre qui se préparait. Mais serions-nous assez fortes pour la bataille qui s'annonçait? Avoir Léa à mes côtés m'a donné une force que je n'aurais jamais cru posséder. Nous n'étions plus une victime isolée et une employée, mais une équipe. Nous avons continué à travailler, la porte de la boutique verrouillée pendant les heures creuses, sursautant au moindre bruit suspect. La paranoïa était épuisante, mais la solidarité nous portait. La tentative de manipulation de Monique avait eu l'effet inverse, elle avait solidifié notre lien. 2 jours plus tard, ils sont passés à l'étape supérieure. C'était un après-midi pluvieux. La boutique était calme. Soudain, des coups violents ont fait trembler la porte vitrée. De l'autre côté, je pouvais voir les silhouettes de Bertrand et Monique. Élise. Ouvre cette porte immédiatement. La voix de Bertrand était autoritaire, habituée à être obéie. Léa et moi nous sommes regardés. Mon premier réflexe a été de me cacher. Mais Léa m'a attrapé le bras. Non. On ne se cache plus. Elle avait raison. Monsieur Renaud m'avait donné des instructions claires, s'il vous approche, ne soyez pas seul. Et si possible, enregistrez tout. J'ai attrapé mon téléphone, lancé l'enregistreur vocal et l'ai glissé dans la poche de mon tablier. Puis, nous nous sommes approchés de la porte, sans l'ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. Nous voulons te parler. C'est une affaire de famille, ça ne se règle pas comme ça, a crié Bertrand. Voyant que nous n'ouvrions pas, ils ont changé de tactique. Monique s'est mise à pleurer, un spectacle de désespoir parfaitement orchestré pour les quelques passants qui s'arrêtaient sous leur parapluie. Élise, mon bébé, qu'est-ce qu'on t'a fait, sanglotait-elle, le visage collé à la vitre. Tu es malade, ma chérie, laisse-nous t'aider. Reviens à la maison, s'il te plaît. C'était grotesque. La comédie était si évidente, si insultante. La rage a submergé ma peur. C'en était trop. Il n'avait pas le droit de faire ça. Pas devant ma boutique, pas devant mon ami, pas après tout ce qu'il m'avait fait subir. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Je me suis plantée sur le seuil, droite et fière. Léa était juste derrière moi, un roc silencieux. Arrêtez votre cirque, Monique, ai-je dit d'une voix forte et claire, pour que tout le monde entende. Vous n'êtes pas ma mère. Elle a eu un hoquet de surprise, ses larmes de crocodile s'arrêtant net. Bertrand a fait un pas en avant, le visage rouge de fureur. Comment oses-tu? J'ose, l'ai-je coupé. J'ose parce que je sais la vérité. Je sais que vous m'avez volé à mes vrais parents. Je sais que mon vrai nom est Élise Martel. Je n'ai pas de maison avec vous. Ma maison est à Marseille. Et vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes mes ravisseurs. Un silence de mort est tombé sur le trottoir. Les quelques curieux nous regardaient, bouche bée.
Le visage de Bertrand est passé du rouge au blanc. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. La peur d'être démasqué. C'est à ce moment précis, comme dans un film parfaitement scénarisé, qu'une voiture de police banalisée s'est garée en double file. 2 agents en sont sortis calmement. Monsieur Renaud, prévoyant, les avait alertés de la situation et leur avait demandé de patrouiller discrètement dans le quartier. Le regard de Bertrand a croisé celui des policiers. Son assurance s'est évaporée. La mâchoire de Monique s'est décrochée. Ils avaient toujours agi en pensant que j'étais seule, faible et sans défense. Ils n'avaient pas prévu que je puisse avoir des alliés. Ils n'avaient pas prévu que je puisse me battre. Ils avaient pensé que j'étais seule. Ils s'étaient trompés. La partie venait de changer de camp. Et maintenant, c'était eux qui allaient devoir répondre de leurs actes. La semaine qui a suivi l'affrontement devant la boutique a été un brouillard d'angoisse et d'attente. Les Blanchard avaient été emmenés au poste pour une déposition, mais relâchés en attendant plus de preuves. La seule preuve tangible, la seule qui comptait vraiment, était encore dans un laboratoire, quelque part en France. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Chaque jour qui passait sans nouvelles était une petite mort. Et puis, un matin, le téléphone a sonné. C'était Monsieur Renaud. Sa voix était différente. Plus chaleureuse. « Bonjour, Élise Martel. » Il a laissé ces 2 mots flotter dans l'air. Élise Martel. Mon vrai nom. Mon nom perdu. J'ai fermé les yeux, m'agrippant au comptoir de la cuisine. C'est positif, Élise, a-t-il continué doucement. La correspondance est de 99,99%. Il n'y a absolument aucun doute. Vous êtes bien la fille d'Antoine et Isabelle Martel. Les larmes que j'avais retenues pendant des jours, des années, ont finalement coulé. Des larmes de soulagement, de chagrin, de joie et de peur, tout en même temps. Je n'étais pas folle. Ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. Vos parents, ils sont déjà en route, a ajouté Monsieur Renaud. Ils ont pris le premier TGV de Marseille. Ils seront à Lyon dans moins de 2 heures. 2 heures. J'avais eu 34 ans pour me préparer à ce moment, et maintenant je n'avais que 2 heures. Paniquée, j'ai regardé mon appartement. C'était en désordre. Et moi? Qu'est-ce que j'allais leur dire? Comment rattraper 30 ans de silence en une seule conversation? Léa a tout pris en main. Elle a fermé la boutique, a rangé mon appartement à la vitesse de l'éclair, m'a préparé un thé et m'a forcé à m'asseoir. Respire, Élise. Sois juste toi-même. C'est tout ce qu'ils attendent. Quand la sonnette a retenti, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Léa m'a fait un sourire encourageant et est allée se réfugier discrètement dans l'arrière-boutique. J'ai marché jusqu'à la porte, chaque pas pesant 1 tonne. J'ai tourné la poignée. Ils étaient là. Sur mon palier. Plus âgés que sur les photos, bien sûr. Les rides sur leur visage racontaient 30 années de chagrin et d'espoir inébranlable. Mais je les ai reconnus immédiatement. Ma mère, Isabelle, avait mes yeux, mes boucles blondes devenues argentées. Mon père, Antoine, avait ce regard doux et profond que j'avais vu sur les coupures de presse. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Nous nous sommes juste regardés, un gouffre de 3 décennies nous séparant. C'est ma mère qui a fait le premier pas, lentement, comme si elle avait peur que je disparaisse. Élise, a-t-elle murmuré, son nom sur ses lèvres comme une prière. J'ai réussi à hocher la tête, incapable de prononcer un mot. Alors, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a bouleversée. Ce n'était pas seulement de la joie. C'était de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de me décevoir. C'est là que j'ai compris. J'avais passé des jours à me demander si j'allais leur plaire, si j'étais la fille qu'ils avaient imaginée. Mais eux aussi, ils avaient peur. Peur que je ne les aime pas, que je ne leur pardonne pas. Ma mère a dû voir ce questionnement dans mon regard. Ses yeux se sont emplis de larmes. Mon Dieu, Élise, je suis tellement désolée, a-t-elle sangloté, sa voix se brisant. Je suis désolée de ne pas avoir été là, de ne pas t'avoir protégée. Ces mots ont brisé la dernière digue de glace autour de mon cœur. Ce n'était pas à elle de s'excuser.
Elle était la victime, tout comme moi. J'ai fait un pas en avant et je l'ai prise dans mes bras. Ou plutôt, elle m'a prise dans les siens. C'était un câlin maladroit, celui de deux étrangères qui partageaient le même sang. Mais c'était aussi le câlin le plus vrai, le plus nécessaire de toute ma vie. Mon père nous a rejointes, ses grands bras nous enveloppant toutes les deux. Et là, blottie entre ces deux personnes, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la petite fille perdue, pour les parents brisés, et pour la femme que j'étais devenue, qui apprenait enfin ce que signifiait le mot « maison ». Était-il possible de reconstruire une famille après tant d'années de séparation? Quelques jours plus tard, j'ai pris le train pour Marseille. Le voyage était surréaliste. Assise à côté de ma mère, je l'écoutais me raconter des bribes de mes 4 premières années. Elle me parlait de ma passion pour les fraises, de ma peur des orages, de la façon dont je riais aux éclats quand mon père me faisait voler dans les airs. J'écoutais ces histoires comme si elle me parlait d'une autre enfant. Je n'avais aucun souvenir de tout ça. Rien. Juste un vide immense. Leur maison était une belle bastide provençale, baignée de lumière. Et à l'étage, il y avait ma chambre. Ils m'ont laissé entrer seule. La pièce était figée dans le temps. Un lit de petite fille, une commode avec des autocollants d'animaux, une étagère remplie de livres d'images. Sur les murs, des photos de moi. Moi sur la plage, moi sur un manège, moi dans les bras de mes parents. Le sanctuaire d'une enfant disparue. Je me suis assise sur le petit lit. Je me sentais comme une intruse, une touriste dans ma propre vie. J'étais un fantôme venu hanter le souvenir d'une petite fille heureuse. Qui étais-je, vraiment? La petite Élise Martel, pleine de vie et de rire, ou Élise Blanchard, la survivante silencieuse et méfiante? Pouvais-je être les deux à la fois? Ce soir-là, toute la famille Martel était réunie. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais jamais connus. Ils m'ont accueilli avec des larmes, des étreintes, et une avalanche de questions bienveillantes. Ils ont sorti de vieux albums photos, me montrant des moments de mon passé volé. Ma cousine, à peine plus âgée que moi, m'a raconté que nous étions inséparables. Chaque année, pour ton anniversaire, on lâchait un ballon dans le ciel, en espérant que tu le verrais, où que tu sois. Au milieu de toute cette chaleur, de tout cet amour retrouvé, une tristesse profonde m'a envahi. Une tristesse non pas pour ce que j'avais enduré, mais pour tout ce que j'avais manqué. Les Noëls en famille, les vacances d'été, les secrets partagés avec ma cousine, les conseils de ma mère, la fierté dans le regard de mon père. C'était un deuil étrange, le deuil d'une vie que j'aurais dû avoir. La joie de les retrouver était immense, mais elle était inextricablement mêlée à la douleur de cette perte irréparable. Plus tard dans la soirée, alors que je regardais mes parents rire avec leurs frères et sœurs, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message. C'était Damien. Élise, je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais s'il te plaît, accepte de nous voir. Cyril et moi. On a besoin de te parler. Ce message m'a ramené brutalement à la réalité. À Lyon. À la famille Blanchard. À ce passé qui n'était pas seulement un vide, mais une cicatrice douloureuse. Je ne pouvais pas simplement l'effacer. Je devais y faire face. Mes vrais parents venaient de me montrer ce qu'était une famille basée sur l'amour. Maintenant, je devais affronter ceux qui m'avaient montré ce qu'était une famille basée sur un mensonge. Qu'est-ce que j'allais leur dire? Et surtout, qu'est-ce que je voulais entendre? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai accepté de les rencontrer une semaine plus tard, à mon retour à Lyon. J'ai choisi le lieu, un café impersonnel, à mi-chemin entre ma boutique et le quartier huppé où ils avaient grandi. Je voulais un terrain neutre, sans la charge émotionnelle de ma pâtisserie ou de leur maison. Ils sont arrivés ensemble, mais semblaient à des kilomètres l'un de l'autre. Cyril, l'aîné, avait l'air tendu, presque agressif. Damien, le cadet, avait les yeux cernés et semblait avoir vieilli de 10 ans. C'est Cyril qui a parlé le premier, avec cette assurance arrogante que je lui avais toujours connue. Écoute, Élise. Ce que mes parents ont fait, c'est impardonnable, je le sais. Mais ils t'ont élevée. Ils t'ont donné un toit, de la nourriture.
Tu ne peux pas juste tout effacer et les envoyer en prison comme s'ils étaient des monstres. Le sang m'est monté à la tête. Les élever, ai-je sifflé, ma voix basse et tremblante de colère. Tu appelles ça « élever », Cyril ? Me faire nettoyer tes sous-vêtements sales depuis l'âge de 8 ans ? Me faire servir tes amis comme une domestique ? Me regarder manger les restes froids dans la cuisine pendant que vous dévoriez un repas chaud au salon ? Ils ne m'ont pas élevé. Ils m'ont utilisé. Le visage de Cyril s'est durci. Il allait répliquer, mais Damien l'a interrompu, sa voix à peine audible. Elle a raison, Cyril. Tais-toi. Damien a tourné son regard tourmenté vers moi. Je n'ai pas d'excuse, Élise. J'étais là. J'ai tout vu. Sa voix s'est brisée. Je savais que ce n'était pas normal. Je voyais bien comment maman te parlait, comment papa t'ignorait. J'ai vu les cadeaux de Noël ridicules que tu recevais comparés aux nôtres. Je voyais tout. Mais j'étais un gamin, puis un adolescent égoïste. J'avais peur de perdre mes privilèges. Alors je n'ai rien dit. Je me suis caché derrière mon confort. Et pour ça, je suis impardonnable. Je suis désolée, Élise. Je suis tellement désolée. Des larmes coulaient sur ses joues. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Sa culpabilité était palpable, sincère. Cyril, lui, était furieux. Arrête de te lamenter, Damien. Tu laisses une histoire de vieille folle détruire notre famille. Notre famille, a crié Damien, se tournant vers son frère. Elle a été construite sur un crime. Sur la vie volée d'Élise. Tu ne comprends donc rien ? Ils ont commencé à se disputer violemment, oubliant presque ma présence. J'ai écouté leur échange, fasciné et dégoûté. Cyril, le défenseur de l'ordre établi, de la façade, de la famille qu'il avait tant favorisée. Damien, le tourmenté, rongé par une culpabilité qu'il n'avait jamais osé affronter. Finalement, je me suis levée. Leur dispute s'est arrêtée net. Ils m'ont regardé, attendant un verdict. J'ai entendu ce que vous aviez à dire, ai-je dit calmement. Toi, Damien, je crois à tes remords. Mais le pardon, c'est autre chose. Ça ne se donne pas sur commande. Et toi, Cyril, tu n'as rien compris. Tu ne vois toujours en moi que la perturbatrice, celle qui est venue briser votre petit confort. Je les ai regardés une dernière fois. 2 étrangers. Les produits d'un système que leurs parents avaient créé. J'ai besoin de temps, ai-je conclu. Beaucoup de temps. N'essayez pas de me recontacter. Je suis parti sans un regard en arrière, les laissant seuls avec les ruines de leur fraternité et les mensonges qui les avaient construits. J'avais fait face aux fantômes de mon passé. Maintenant, il était temps de faire face à la justice. Mais aurais-je la force de monter à la barre et de regarder mes ravisseurs dans les yeux ? Le jour de l'audience préliminaire, le tribunal correctionnel de Lyon était un lieu froid et impersonnel. Assise au premier rang entre Antoine et Isabelle, mes vrais parents, je sentais leurs mains serrer les miennes, un ancrage dans la tempête. De l'autre côté de l'allée, Damien était assis seul, le visage défait. Cyril n'était pas venu. Quand on les a fait entrer, menottés, j'ai eu un choc. Bertrand et Monique Blanchard semblaient avoir vieilli de 20 ans. L'arrogance avait quitté leur visage, remplacé par une peur blafarde. Leurs regards ont balayé la salle et se sont posés sur moi. Dans les yeux de Monique, j'ai vu une lueur de haine pure, comme si j'étais la seule responsable de sa chute. Bertrand, lui, n'a pas osé croiser mon regard. Il fixait le sol, vaincu. Quand la procureure m'a appelé à la barre, mes jambes tremblaient. Antoine m'a serré la main une dernière fois. Dis juste la vérité, ma chérie. C'est tout ce qui compte. La vérité. Pendant des années, ma vérité avait été le silence, la soumission. Aujourd'hui, ma vérité allait devenir une arme. J'ai prêté serment, ma voix résonnant étrangement dans le silence du tribunal. La procureure m'a posé des questions simples au début, sur ma vie chez les Blanchard. J'ai répondu calmement, factuellement. Puis, elle m'a demandé de décrire ce que j'avais ressenti en apprenant la vérité. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant 30 ans, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, ai-je commencé,
ma voix gagnant en assurance. Je pensais que si mes propres parents adoptifs me traitaient comme une moins que rien, c'est que je le méritais. J'ai grandi avec ce poids, le sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Apprendre la vérité, ça n'a pas été seulement un choc. Ça a été une libération. Ce n'était pas moi le problème. C'était eux. L'avocat de la défense s'est levé pour le contre-interrogatoire. Un homme élégant au sourire carnassier. Il a tenté de me dépeindre comme une ingrate. Mademoiselle Martel, a-t-il dit, appuyant sur mon nouveau nom. Les Blanchards vous ont-ils privé de nourriture? Non. Vous ont-ils privé d'un toit? Non. Vous ont-ils privé d'une éducation? Non. Donc, ils ont subvenu à vos besoins fondamentaux pendant 21 ans. Et aujourd'hui, vous venez les accuser d'être des monstres? Je les regardai droit dans les yeux. Ma peur avait disparu, remplacée par une force froide. Monsieur, ai-je répondu, ma voix claire et nette. Quand vous donnez les restes de votre repas à un chien, vous subvenez à ses besoins. Mais vous ne l'asseyez pas à votre table. Vous ne l'appelez pas votre fils. Les Blanchards m'ont donné les miettes de leur banquet et ont appelé ça de la générosité. Ils m'ont donné un lit dans un placard et ont appelé ça un foyer. Ce n'était pas une famille. C'était une prison dorée, où j'étais la gardienne, la cuisinière et la femme de ménage. La seule chose qu'ils ne m'ont jamais donnée, c'est l'amour. Parce que l'amour, monsieur, ça ne s'achète pas et ça ne se vole pas. Un murmure a parcouru la salle. L'avocat est resté sans voix. J'ai jeté un regard à Monique et Bertrand. Elle me foudroyait du regard. Lui, pour la première fois, avait relevé la tête et me regardait, les yeux emplis de larmes. Des larmes de remords? Ou de pitié pour lui-même? Je ne le saurai jamais. Face à l'avalanche de preuves, mon témoignage, celui de Sylvie, les dossiers financiers, et le test ADN irréfutable, la juge a décidé de les maintenir en détention jusqu'au procès. En les voyant repartir, encadrés par les policiers, je n'ai pas ressenti de joie. Ni de haine. Juste un vide immense. La justice était en marche, mais aucune peine de prison ne pourrait jamais me rendre mes 30 années volées. Le livre de mon passé venait d'être refermé de force. Mais en sortant du tribunal, main dans la main avec mes parents, sous un timide rayon de soleil, je savais une chose. C'était à moi, et à moi seul, d'écrire le premier chapitre du reste de ma vie. 6 mois ont passé. 6 mois comme un tourbillon. Bertrand et Monique Blanchard, face à un procès qu'ils ne pouvaient pas gagner, ont plaidé coupables. Ils ont été condamnés à 25 ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté de 15 ans. La justice des hommes avait fait son travail. La mienne commençait à peine. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Le soleil de Lyon inonde la grande vitrine de ma nouvelle pâtisserie. Elle ne s'appelle plus le Petit Chou d'Élise. Sur l'enseigne élégante, on peut lire « Martel et fille ». C'est l'idée de ma mère. Un nom qui est une déclaration, une reconquête. L'intérieur est lumineux, spacieux, avec un petit coin salon où les clients peuvent déguster leur gâteau. C'est tout ce dont j'avais rêvé, et bien plus encore. Mes parents sont là, bien sûr. Antoine, mon père, essaie maladroitement de disposer les croissants dans la vitrine, plus angoissé que moi. Isabelle, ma mère, arrange des bouquets de fleurs sur chaque table, son visage rayonnant de fierté. Au cours des derniers mois, nous avons appris à nous connaître. C'était parfois maladroit, parfois émouvant, souvent drôle. Nous avons comblé 30 ans de vide avec des choses simples, des dîners de famille, des promenades, des conversations jusqu'au bout de la nuit. Nous construisions notre histoire, jour après jour. La fameuse récompense de 85 millions d'euros. J'ai mis du temps à accepter cette somme vertigineuse. Ce n'était pas de l'argent gagné, c'était le prix de la souffrance de mes parents. Je ne pouvais pas simplement le dépenser. Alors, j'ai pris une décision. La moitié de la somme a servi à créer la Fondation Élise Martel, une organisation dédiée à aider financièrement et logistiquement les familles d'enfants disparus, pour qu'elles ne connaissent jamais le désespoir que mes parents ont enduré. Le reste a financé cette nouvelle boutique et assure mon avenir. C'est l'argent du crime qui finance la reconstruction. Il y a une certaine poésie là-dedans. La porte s'ouvre. Ce sont nos premiers clients,
mais je reconnais le visage de Damien. Il est seul. Il tient un petit paquet cadeau dans ses mains. Il semble nerveux. C'est magnifique, Élise, dit-il en regardant autour de lui. Merci d'être venu, Damien. Il me tend le paquet. C'est un livre. Un très vieux livre de contes de fées. J'ai trouvé ça dans le grenier, dit-il. C'était à toi. Papy Gérard l'avait gardé. Il y a ton nom écrit à l'intérieur, de ta main d'enfant. J'ouvre le livre. Sur la page de garde, écrit en lettres maladroites et enfantines, Élise Martel. Je lève les yeux vers Damien. Il n'y a pas de pardon facile, pas de réconciliation magique. Mais dans son geste, je vois un pont. Un début de quelque chose. Je lui offre un sourire, un vrai. Merci. Plus tard dans la journée, la boutique est pleine à craquer. Au milieu de la foule, j'enseigne à ma petite cousine de 6 ans, que je n'ai connue que récemment, comment décorer un cupcake. Elle rit aux éclats, du glaçage plein le nez. Je la regarde, et je vois la petite fille de la photo, celle au sourire insouciant. Elle n'est pas morte. Elle a juste attendu 34 ans pour avoir le droit d'être heureuse. Mon voyage a été long et douloureux. Il m'a mené des ténèbres d'un placard à la lumière de cette boutique, du silence d'une servante à la voix d'une femme libre. Mon nom est Élise Martel. J'ai été perdue, mais maintenant, je suis retrouvée. Et mon histoire ne fait que commencer. Si mon histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à la partager. Et si vous aussi, vous avez une histoire d'espoir, de résilience, une histoire de famille retrouvée ou choisie, racontez-la dans les commentaires. Nos histoires méritent d'être entendues. Parce que c'est en les partageant que nous nous sentons moins seuls, et que nous guérissons, ensemble. Merci de m'avoir écouté.